Au cours des 15 dernières années, John Jonas et son entreprise OnlineJobs.ph ont aidé plus de 100 000 entreprises à recruter avec succès des talents philippins. Dans cet entretien, nous évoquons pourquoi les difficultés de John à recruter via une agence l'ont amené à créer sa propre entreprise, ce qu'il a appris sur la délégation des tâches à d'autres membres de son équipe et pourquoi les membres de l'équipe de John sont restés avec lui pendant plus de 10 ans. J'ai utilisé onlinejobs.ph pour recruter avec succès et je pense qu'après avoir écouté cet entretien, vous voudrez peut-être faire de même. Voici mon entretien avec John Jonas. Je veux commencer par ceci. Vous savez, je ne sais pas si c'est un aphorisme commercial ou autre chose, mais Peter Thiel a vraiment popularisé cette idée qu'une grande entreprise repose sur un secret. Quelque chose que la plupart des gens ou la plupart des acteurs du marché n'a pas encore réalisé. Que le fondateur, l'entrepreneur derrière cela, est en avance ou comprend quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Alors, quand vous avez lancé onlinejobs.ph, parlez-nous du secret que vous aviez et que vous pensiez que le reste du marché ne connaissait pas encore vraiment. Donc quand j'ai lancé onlinejobs.ph, je cherchais simplement à trouver quelqu'un pour moi. J'essayais de recruter quelqu'un pour moi-même. Je ne faisais pas ça pour que des tonnes et des tonnes de personnes l'utilisent, mais je ne savais pas à quel point les Philippines étaient incroyables à l'époque. Je ne savais pas à quel point c'était extraordinaire. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne savais pas parce que je venais juste d'embaucher, j'avais embauché quelques personnes et je savais que c'était une expérience incroyable. J'avais déjà embauché des gens en Inde auparavant et aussi aux États-Unis, et je savais que c'était différent. Donc l'autre chose, c'est que la culture des Philippines permet aux gens, surtout aux petites entreprises, de vivre quelque chose qu'ils espéraient non avoir existé, mais qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ou par exemple, vous pouvez embaucher cette personne à temps plein, et elle est super loyale, travailleuse, honnête, et elle se trouve à l'étranger. Et donc ils fonctionnent un peu comme un employé américain normal, mais ils ne sont pas aux États-Unis. Et vous ne payez pas les salaires américains, de salaires, d'impôts ou de questions juridiques ou quoi que ce soit de ce genre. Autre point souvent ignoré, il est possible d'embaucher quelqu'un à plein temps. Ce ne sont pas des employés, mais des travailleurs indépendants à l'étranger, très talentueux. Et ça a été quelque chose de très important pour moi quand j'ai commencé. Donc je ne suis pas sûr que l'une ou l'autre de ces choses ait vraiment été la motivation derrière onlinejobs.ph, mais c'était vraiment des choses qui bouillonnaient en moi. Donc peut-être que ce n'était pas le catalyseur ou la raison initiale de la création qui t'a inspiré à passer à l'action, mais c'est une entreprise qui existe maintenant depuis quoi? 16, 17 ans. Voyons voir, pas aussi longtemps. J'ai commencé à la construire en 2008. Nous l'avons lancée en 2009. Cela existe depuis un moment, ce qui en fait une exception par rapport aux autres entreprises. Le fait qu'elle ait eu un tel secret, que la plupart du marché, vous savez, la plupart du marché n'était même pas vraiment prêt pour parler d'emploi à distance. Pas dans le sens de et on externalise toute cette usine de fabrication et on la déplace sur un autre continent. Il n'y avait tout simplement pas cette adoption des télécommunications et du travail à distance, vous savez. Il y avait ces vestiges d'un monde physique pré-digital, vous savez, auquel une grande partie du monde du travail n'a vraiment rattrapé qu'en 2020. Oui, je veux dire, nous étions clairement en avance là-dessus. Et nous avons aussi été parmi les premiers à recruter aux Philippines. Comme beaucoup, la première personne que j'ai embauchée en 2005 travaille encore pour moi aujourd'hui. Le monde entier se tournait vers l'Inde. J'ai essayé aussi, mais ce fut un désastre. Pourtant, les gens disaient qu'avec 1 milliard d'habitants, on trouverait forcément quelqu'un de bien. Et tu pouvais, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas aussi facile. Et ça, oui, on était clairement en avance là-dessus. Alors, raconte-moi comment se sont passées ces premières expériences de recrutement et comment tu as créé onlinejobs.ph. Comment résolvais-tu ces problèmes? Comment facilites-tu l'accès en réduisant les obstacles? Donc les premières personnes que j'ai embauchées, je les ai recrutées par l'intermédiaire d'une agence, ce qui faisait partie du problème et expliquait pourquoi il y avait autant d'hésitation. Eh bien, tout d'abord, je voulais un rédacteur de contenu. Je leur ai dit vouloir un rédacteur de contenu. Ils ont répondu un webmaster ou un programmeur. J'ai dit non, je veux un rédacteur de contenu. Ils ont insisté, un webmaster ou un programmeur? Genre, mec, je vais prendre un webmaster, d'accord?
Et leur conception du webmaster, qui n'est pas si différente aujourd'hui dans les agences, c'est prenons quelqu'un au hasard dans la rue. Donnons-lui la formation la plus rudimentaire possible. Et voilà votre webmaster, d'accord? Parce que la motivation de l'agence, c'est que, et c'est difficile à entendre pour la plupart des gens. Donc, le problème quand ça ne marche pas entre deux personnes, comme dans une relation employeur-employé, c'est la faute de l'employeur. Ce n'est pas la faute de l'employé. Et donc, l'intérêt d'une agence est de tester l'employeur. Ils prennent quelqu'un dans la rue et vérifient si l'employeur fait marcher ça. Si vous y arrivez, alors oui, on fera des efforts pour vous la prochaine fois. Mais sinon, désolé, on ne se soucie pas vraiment de qui on vous envoie parce que vous êtes un mauvais employeur. J'ai essayé juste des trucs. Comment je trouve quelqu'un? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux embaucher quelqu'un? Est-ce qu'ils sont vraiment compétents? Est-ce que c'est parce que j'avais reçu un très bon tuyau? Le gars m'a dit « Assure-toi d'aller aux Philippines quand tu recommenceras à externaliser certaines de ces tâches. » J'ai pensé « Tiens, c'est étrange. » Il m'a dit « En Inde, quand tu dis quelque chose et qu'ils disent oui, cela signifie juste qu'ils ont entendu tes paroles. » Ça ne veut pas dire oui, j'ai compris. En entendant ça, je me suis dit « C'est vraiment différent. » Par exemple, je suis allé embaucher ces personnes pour mon entreprise. Je ne suis pas allé les embaucher pour onlinejobs.ph. Je n'avais pas prévu de lancer cette entreprise. J'embauchais ces personnes pour des projets d'affiliation, de rédaction de contenu et de création de sites web que je menais alors. J'ai fini par en parler car on me le demandait constamment. Finalement, j'étais prêt à recruter. Je suis revenu à l'agence, ils ont reposé la même question. Webmaster ou programmeur? J'ai répondu que je voulais un rédacteur de contenu. J'ai eu cette idée et me suis dit, je vais prendre un programmeur. Et c'est un peu de là que tout était parti. Je me suis dit, d'accord, il y a ce problème. C'est vraiment difficile de trouver de bonnes personnes, mais il y a cette culture que j'ai vue qui est vraiment, vraiment bonne. Donc oui, je vais prendre un programmeur. Ils m'ont trouvé un programmeur incroyable, qui travaille encore pour moi. C'était en 2000. Là, c'est en 2008. Et c'est là que nous avons créé Online Jobs. J'allais justement poser plus de questions sur la plateforme, mais tu viens de mentionner des personnes qui travaillent pour toi depuis plus de 10 ans. Je suppose que, d'après mes calculs, on approche des 13 ou 14 ans. Quel est le secret pour garder des membres aussi longtemps? C'est aussi l'un des clichés issus d'une époque précédente dans les affaires. On saute juste d'un emploi à l'autre maintenant, comme des grenouilles sur des nénuphars. Comment fais-tu pour garder ton équipe? 2 points à ce sujet. Tu as raison, surtout aux États-Unis, la loyauté a disparu. Les gens changent de poste dès qu'ils reçoivent une meilleure offre. Dans l'externalisation, ça a toujours été le cas. Comment éviter que les gens partent dès qu'ils trouvent une meilleure offre? Et nous ne l'empêchons pas. C'est la culture des Philippines qui le fait. Là-bas, il y a un vrai sens de la loyauté, presque à l'excès, ils sont tellement loyaux. Mais comme tu le demandes, qu'est-ce que tu dois faire? Donc tu dois vraiment faire quelque chose. Ici, aux États-Unis, lorsqu'on veut embaucher à l'étranger, on se demande souvent si on peut faire confiance à la personne. Et aux Philippines, ils ont le même ressenti. Je ne sais pas si je peux faire confiance à cet employeur, mais leur sentiment est plus fort que le nôtre. Donc pour moi, la clé pour garder des gens longtemps aux Philippines, c'est de gagner leur confiance. Donc cela signifie que vous devez faire des choses pour gagner leur confiance. Et vous devez être un bon patron, vous devez bien les traiter et vous devez les traiter comme des êtres humains. Historiquement, on traite les personnes à l'étranger ou les travailleurs externalisés comme des robots. S'ils travaillent mal, on les remplace simplement. Vous voyez, c'est une attitude tellement courante. Donc c'est un aspect intéressant de tout ça que je ne connaissais pas. La plupart des emplois aux Philippines sont temporaires et à temps partiel. Sur les sites d'emploi, en les interviewant, vous demandez souvent « Quand pouvez-vous commencer ?» Eh bien, mon contrat se termine, vous savez, dans une semaine. Donc je peux commencer ce jour-là. D'accord. Comment ça, ton contrat se termine? Ah, mon contrat dure 6 mois. Quoi? Je n'ai jamais compris cela. Je ne suis allé aux Philippines qu'une fois, en 2010. J'ai passé 5 semaines sur une plage avec ma famille, et on est dans le supermarché. Je rencontre cette personne et je commence à lui parler, et il me dit « Ah oui, je retourne à Manille, à cette date. » Comment ça? Oh, je suis juste ici pour un contrat de 6 mois. Quoi? Et après, tu fais quoi? Je trouve un autre travail. Tu fais ça tous les 6 mois.
C'est fou. Et j'ai commencé à demander et j'ai constaté cela encore et encore. Une grande partie du travail là-bas est temporaire et à temps partiel. Quand vous leur donnez un emploi à temps plein, et attention, je ne dis pas que tout est temporaire ou à temps partiel. Il y a beaucoup d'emplois à temps plein temporaire et il y a aussi des emplois à temps plein à long terme. Mais quand vous donnez à quelqu'un aux Philippines un emploi stable à long terme qui est à temps plein et qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille, franchement, il veut vraiment garder ce travail. Oui, mais je veux dire, c'était approfondi et c'était incroyablement précieux. Et pour revenir à ce concept, vous savez, nous sommes tous humains là-dedans. C'est le désir humain de sécurité, de stabilité, vous savez, la capacité de gravir la pyramide des besoins de Maslow. C'est vraiment un besoin fondamental, vous savez, et si vous êtes un employeur, vous devez le prendre très, très au sérieux quand des personnes rejoignent votre équipe. Oui. Et c'est intéressant parce que aux États-Unis, je veux dire, la loyauté n'existe pas. Et les gens sont tellement prêts à accepter une autre offre d'emploi. En fait, une fois, j'ai dit à l'un de mes employés, écoute, tu travailles pour moi et je suis très visible. Des centaines de milliers d'employeurs ont utilisé onlinejobs.ph. J'envoie une newsletter 3 fois par semaine et 100 000 personnes la reçoivent. Tu vois, et je lui ai dit, tu vas commencer à être en contact avec les clients maintenant. Tu vas rencontrer des gens qui sauront que tu travailles pour moi, donc tu recevras des offres d'emploi. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas monsieur, je reçois des offres d'emploi tous les jours, je les ignore simplement. C'est mignon parce que je sais que tu reçois des offres d'emploi qui te paient en plus, parce que les gens savent que tu travailles pour moi, non? Je parle de la qualité de mes collaborateurs, donc ils reçoivent des offres d'emploi. Aux Philippines, ce n'est pas pareil, c'est juste différent. Je voudrais revenir à l'aspect commercial d'une place de marché. Comme vous l'avez mentionné, vous avez servi des centaines de milliers d'employeurs tout au long de l'histoire de l'entreprise. Alors, expliquez-moi simplement comment on construit une place de marché, d'accord? La plupart des gens n'ont jamais réussi à construire une place de marché en ligne. En réalité, c'est la grande majorité, probablement 99,9% des gens. Et il y a, vous savez, des sortes de vérités générales, des conseils classiques pour les startups ou quand Uber et Airbnb explosaient. C'est une plateforme à deux versants. L'offre et la demande sont essentielles pour réussir. En 2008-2009, il n'y avait pas de manuel. Il n'y avait rien, vous savez. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir quelques modèles à citer, mais il y en avait beaucoup moins. Vous savez, de la littérature ou des études de cas de la Harvard Business School ou quoi que ce soit de ce genre à consulter pour créer une place de marché en ligne. Alors, comment avez-vous réussi à vous frayer un chemin pour lancer l'entreprise? Pour moi, la clé a toujours été la création de contenu. Trouver des personnes aux Philippines a été très facile. J'ai dit à mon équipe, je crois que j'avais 6 employés quand nous avons lancé l'entreprise. Et nous l'avons construit et c'était prêt. Je leur ai demandé de créer des profils sur la plateforme. Et je leur ai dit, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir ça aux Philippines? Ils ont dit, je peux le publier sur mon compte Friendster, le principal réseau social aux Philippines à l'époque. Et je peux le mettre dans les petites annonces et en parler à mes amis. Donc oui, il y a 2 aspects à cela. Et ça, c'est le côté facile. Et je pense que presque toutes les places de marché ont un côté facile. Comme pour Uber et Lyft, amener les gens à payer une course moins chère qu'un taxi, comme si tu me proposais une solution meilleure et plus simple. Bien sûr. Comment trouves-tu des chauffeurs? C'est ça le plus dur. Enfin, je ne connais pas leur business, tu vois, mais c'est mon avis. Tout cela tourne autour de la création de contenu. Voilà ton opportunité de travail, la conduite. Tu sais, c'est ce que Uber met en avant dans ses pubs, non? Genre, voilà ton petit boulot à côté, tu vois. Ils font de la publicité auprès d'un des deux côtés. Et c'est quand ce qu'on a fait, j'ai créé du contenu, des ressources éducatives, des formations et des webinaires. Je veux dire, c'était en 2000. J'ai commencé à faire des webinaires vers 2007 avant de lancer Online Jobs. Je faisais juste de l'enseignement. J'ai fait des centaines de webinaires, des centaines de podcasts, et j'ai créé des centaines de vidéos. Et je ne sais pas si chaque place de marché a un côté facile et un côté difficile, mais nous, on se concentre uniquement sur le côté difficile.
Alors, ces webinaires, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'organisation d'un webinaire qui te permet de te lancer? Est-ce que c'est simplement un excellent cours avec cette capacité qu'ont les bons professeurs à la fois à instruire et à divertir? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la formule de ces webinaires pour les rendre efficaces? Super histoire. Je veux dire, j'ai vraiment, vraiment une super histoire et plein d'autres histoires intéressantes sur Phroney, sur un problème que les gens rencontrent pour lequel il existe une bonne solution dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Et c'est différent de ce que les autres leur disent. Les gens vous disent d'aller en Inde, les gens vous disent d'aller sur Upwork, d'embaucher un prestataire. Et moi je vous dis non, tout ça, c'est faux. Il existe une meilleure façon et ces options frustrent les gens. Et ensuite, j'ai une très bonne histoire, comme tu l'as dit, à la fois divertissante et éducative derrière tout ça, c'est-à-dire que c'est mon parcours. Et ça, et puis j'ai vu ce parcours des milliers de fois. Donc, si on prend un peu de recul, à quel stade penses-tu qu'on en est dans l'utilisation d'un outil comme onlinejobs.ph? Mais plus généralement, l'externalisation de, tu sais, si tu veux appeler ça le travail des cols blancs ou ce genre de choses, tu vois, je dirais même qu'on va dans la direction opposée avec les cols bleus. Tu sais, avec la mondialisation et le libre-échange, on voit aussi des forces qui poussent de nouveau vers la nationalisation. N'est-ce pas? En fait, le travail à distance explose. J'ai vu, c'est la statistique la plus folle que j'ai vue. LinkedIn a publié un rapport où je crois il disait que 14% des offres d'emploi publiées sur leur plateforme sont entièrement à distance. Mais ces 14% d'emplois reçoivent quelque chose comme 78% de l'intérêt des candidats. Donc, c'est un peu comme le principe du 80-20, mais il y a ce déséquilibre massif entre ce que les gens recherchent et là où les choses continuent d'évoluer. Mais de ton point de vue, après avoir géré un site d'offres d'emploi comme celui-ci aussi longtemps, où en sommes-nous réellement dans la mise en œuvre de tout cela en tant qu'élément clé pour bâtir une grande entreprise? Donc à chaque fois que je parle à quelqu'un qui n'a aucune idée, qui ne savait pas du tout qu'on pouvait embaucher quelqu'un aux Philippines, ça me choque. Mais vous savez, je vis dans ce monde et j'ai 40 personnes qui travaillent pour moi à temps plein et c'est incroyable. Et nous en sommes encore au tout début. Nous sommes encore très tôt dans le domaine de l'externalisation des emplois de bureau. On pense encore que non, il faut embaucher quelqu'un aux États-Unis si on veut un travail de qualité. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je veux dire, ça fait longtemps que je fais ça et je vois des gens changer tous les jours, mais on n'en est encore qu'au tout début. Je ressens la même chose. Naval Ravikant a tweeté: ce que le libre-échange a fait aux emplois ouvriers, le travail à distance le fera aux emplois de bureau. Et il y a un côté inquiétant, presque effrayant pour ceux qui ont été soit bien installés dans ces postes, soit qui touchaient des salaires exorbitants. Cependant, à chaque changement radical, si vous êtes une start-up ou une entreprise apte à évoluer dans ce chaos et à être antifragile, de nombreuses opportunités se présentent. Donc je ne suis pas très visionnaire. Je n'étais pas du genre à dire « Oh, ça va exploser ». Je ne le savais pas vraiment. Si vous me demandez à quel stade on en est, je ne sais pas trop. On en est au début. Mais l'autre aspect de ça, c'est qu'il y a ce côté effrayant où on se dit que des gens vont perdre leur emploi, n'est-ce pas? Mais en réalité, la plupart du temps, ce que je vois, ce n'est pas des gens qui perdent leur emploi. Ça crée des emplois pour d'autres personnes qui vivent simplement aux Philippines, ce qui permet à une entreprise de se développer jusqu'à ce qu'elle crée ensuite des emplois aux États-Unis. Et je vois ça tout le temps. Par exemple, embaucher un programmeur était tout simplement hors de portée pour la plupart des gens il y a 10 ans, parce qu'on ne pouvait tout simplement pas se permettre de payer 100 000 dollars par an. Tu ne peux assumer cet engagement sans financement de capital risque. Tu peux gaspiller de l'argent, tu vois, tu peux juste jeter de l'argent par les fenêtres. Mais pour la plupart, les entrepreneurs, ceux qui se lancent en autofinancement, et les propriétaires de petites entreprises, ce n'est pas possible. Mais maintenant, c'est possible. Et donc, on voit toutes sortes d'entreprises se créer et se développer parce que, oui, tu peux trouver des talents sans les coûts ni l'engagement que cela suppose. Et ensuite, tu peux grandir.
Et lorsque tu as besoin de quelque chose d'autre nécessitant des connaissances locales, tu peux désormais embaucher quelqu'un aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre aspect que je vois tout le temps. Quel a été l'impact sur l'économie philippine? Par exemple, as-tu été contacté par des émissaires ou d'autres personnes? Genre, tu sais, c'est vraiment important pour l'économie locale, pour Manille ou certaines de ces autres grandes villes. Donc Manille, non, Manille est trop grande. Mais je veux dire, plusieurs agences gouvernementales aux Philippines nous ont contactés en disant « Hey, on veut travailler avec vous, ce que vous faites nous intéresse ». Et puis je sais que le gouvernement, au fil des années, crée lentement des lois pour favoriser le travail en ligne. C'est vraiment intéressant de voir leur réaction à cela à cause de l'histoire. Historiquement, la première exportation des Philippines, ce sont les humains. 10% de la population des Philippines vit à l'étranger. Ils sont temporairement à l'étranger pour le travail et reviendront. Et cela est en train de changer. Et c'est vraiment difficile pour leurs familles, c'est difficile pour leurs enfants. C'est difficile. Par exemple, tu es marié avec 2 enfants et tu pars travailler à l'étranger pour 8 mois ou 4 ans, c'est très difficile. On reçoit tout le temps des messages du genre « Je suis sur un bateau de croisière, puis-je travailler pour vous? C'est possible ?» Oui, tant que tu as Internet, tu peux trouver un travail. Et ils veulent rentrer chez eux. Donc, je veux dire, on voit clairement que ça change les économies locales. Et puis, il y a une de mes collègues, une personne de mon équipe, qui a récemment écrit, donc une des personnes qui travaille pour moi elle écrit ma newsletter. Et elle a écrit sur la façon dont les zones en développement, comme les zones agricoles rurales, changent à cause des opportunités offertes. Le travail à distance, on peut être très compétent sans avoir la moindre opportunité là où l'on vit. Et maintenant, vous avez la même opportunité que quelqu'un à Makati. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet et un ordinateur. Cette personne avait des opportunités avant, et maintenant vous en avez aussi grâce au travail à distance en ligne. C'est puissant. Et je pense vraiment qu'il y a un certain degré. Je suis d'accord avec l'idée de créer des emplois en développant votre entreprise avec plus de personnes. Il faut aussi reconnaître que si vous êtes jeune et que vous voyez une carrière de 40 ans devant vous, d'une manière ou d'une autre, il faut reconnaître à quel point la concurrence qui entre sur le marché et qui autrement n'aurait même pas pu sortir et rivaliser est importante. Quelqu'un comme moi, avec un parcours dans le sport, ça me motive. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est dans ce bassin que vous plongez ici, dans les années 2020. Surtout si vous vous lancez dans la programmation ou vous voulez créer des sites web ou vous voulez être monteur vidéo ou ce genre de choses, mec. Ouais, c'est du design. Tu sais, il y a de la place au sommet dans ces domaines-là. Sinon, tu es juste un programmeur moyen, médiocre. Je veux dire, il y a des emplois, mais mec, il y en a tellement. C'est tellement facile d'embaucher quelqu'un aux Philippines pour 1 000 $ par mois. Ma dernière question, un conseil général sur les affaires. Ce n'est même pas forcément spécifique aux Philippins, mais déléguer et lâcher prise, alors qu'au tout début, tu avais ce programmeur qui t'aidait à construire un site web, mais maintenant, tu as quelqu'un qui écrit la newsletter pour toi, qui te décharge de toutes ces tâches. Et il y a un côté de la table où tu te dis, voilà les choses que je dois faire pour que l'entreprise continue de tourner, mais que je déteste. Je suis content de les confier à quelqu'un d'aussi compétent, voire meilleur, et qui est prêt à les faire pour moi. Comme ça ne me vide pas de mon énergie sur ce plan-là. Et puis, d'un autre côté, il y a les choses que ce soit par vraie conscience de soi ou à tort par ego, tu penses être le seul à pouvoir faire, les seules choses que tu peux gérer. Alors, comment as-tu géré ça? Tu expliques aussi sur ton site avoir bâti puis développé cette entreprise, désormais au service de centaines de milliers de sociétés, tout en ne travaillant que 17 heures par semaine et en progressant au golf. Donc l'une des choses qui me motive vraiment, c'est la liberté de disposer de mon temps. La liberté financière, d'accord. Je veux dire, ça me motive aussi. La plupart des gens le sont. Et il y a beaucoup de gens qui sont financièrement libres, mais très très peu d'entre eux ont du temps. Et donc ça a toujours été une source de motivation pour moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais donc, dans mon processus de prise de décision, l'une des choses que je regarde toujours à chaque étape de l'entreprise, c'est qui va devoir faire ce travail. Est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire?
Parce que si c'est moi, il y a cette opportunité commerciale. Oh, je vois, ça pourrait devenir une très grosse activité. Ça pourrait être une part vraiment importante de notre activité. Je pense que les gens ont souvent l'impression que tout doit se faire en même temps, comme si tu devais tout déléguer ou rien du tout. Et pour moi, c'était vraiment un processus étape par étape. Et laisse-moi te dire, la toute première fois, vraiment la toute première fois. Donc j'ai embauché ce gars, je veux dire de l'agence, la première personne que j'ai embauchée, je l'ai engagé pour qu'il fasse ce processus marketing pour moi. Et c'était en 2005. Donc on écrivait des articles et on les publiait sur des annuaires d'articles. Donc je l'embauche, il écrit le premier article et c'était terrible. Et ça, c'était ma première tentative de délégation. J'écrivais les articles. Je détestais ça, mais je savais que c'était super efficace. Donc je l'embauche, c'est terrible. Et je me dis, oh, ça ne va pas marcher. Mais laissez-moi réessayer. Et donc je finis par lui enseigner pendant quelques semaines. Genre, non, voici comment on écrit les articles, voici comment on crée les sources, voici la structure, voici comment on fait les intertitres, voici comment on fait l'encadré de ressources. Je finis par lui apprendre tout ça. Ça m'a pris plus de temps de lui apprendre que de le faire moi-même. Grâce à ça, il apprend le SEO, le fonctionnement de nos sites web, la promotion, et tout cela pendant que je lui montre comment rédiger l'article. J'enseigne tout en même temps, tu vois. À ce moment-là, c'est probablement à peu près équivalent en termes de temps, parce qu'il me faut plus de temps pour lui apprendre à faire ça que pour écrire un article moi-même. Mais ensuite, c'est lui qui écrit et qui fait les choses. Et donc, cette délégation, je dis juste que ça ne va pas se passer parfaitement du premier coup. Et ça va probablement être un peu pénible. Mais ça, c'était en 2005. Il travaille toujours pour moi aujourd'hui. Quand j'ai besoin de quelque chose, je veux dire, je lui ai appris des centaines de choses. Et depuis, il a appris à d'autres personnes comment faire ces choses, n'est-ce pas? Donc ce simple fait de déléguer a porté ses fruits 1000 fois. Et avec le temps, j'ai juste pris de plus en plus confiance en me disant « Oh, je pourrais demander à quelqu'un de faire ça. Je suis presque sûr que je pourrais trouver quelqu'un pour le faire. » Écrire ma newsletter faisait partie de ces choses où je me disais « Mince, c'est très personnel. Tu devras écrire avec ma voix et il faudra que ça reste personnel pour moi. » Mais je pense que je pourrais le faire. Et donc ça m'a pris environ 6 mois d'aller-retour où elle écrivait et moi j'éditais. Et j'ai réduit mon temps consacré à la newsletter, passant d'environ 2h30 par semaine à une demi-heure par semaine. Et mec, ça me fait 2 heures de plus dans ma vie. J'ai mis du temps à gagner ces 2 heures, mais maintenant, on est vraiment bon. C'est vraiment bien. Ouais. Et pour revenir à ce concept des membres de l'équipe qui sont avec toi depuis si longtemps, tu sais, et à mon intérêt pour le sport, il y a des équipes, tu sais, à travers l'histoire qui n'avaient pas le plus de talent. Elles avaient la meilleure alchimie et compréhension mutuelle. Et ce n'étaient pas toutes des stars réunies au hasard, mais plutôt, tu sais, un groupe cohérent qui se complétait et se connaissait tellement bien. C'est comme, oh, je sais déjà où il va, je lance la balle avant même qu'il y aille parce que je sais comment il va réagir dans cette situation. Et en fait, ce que tu exprimes, ben, c'est qu'il y a de la formation, il y a de l'entraînement, mais il y a aussi tellement de contexte parce que ces conversations ont eu lieu tellement de fois que vous êtes capable d'aller vraiment plus loin ensemble. Je souligne souvent lors des recrutements que beaucoup pensent embaucher uniquement une compétence. Non, tu embauches une personne. Tu embauches une personnalité. Et donc, quand tu vas embaucher quelqu'un avec des compétences, c'est important, bien sûr. Mais plus important que ça, c'est de savoir à quel point tu travailles bien avec cette personne. Parce que tu vas travailler longtemps avec eux. Et peu importe leur talent, si tu grimaces à chaque fois que tu reçois un email de leur part parce qu'ils t'agacent, mec, ça ne va pas marcher. Et c'est l'une des grandes erreurs que je vois les gens faire, c'est de penser non, j'ai juste besoin d'une compétence. Non, tu n'as pas juste besoin d'une compétence. Tu dois trouver une personne. Et c'est là que, oui, elle peut écrire ma newsletter parce qu'on s'entend vraiment, vraiment bien. C'est une personne. Amen. Belle façon de conclure ici, John. Je veux poser nos deux dernières questions habituelles. Y a-t-il autre chose que tu espérais partager aujourd'hui, mais que je ne t'ai pas donné l'occasion de faire? Si tu veux savoir comment j'embauche des gens, comment je recrute, comment j'élimine certains candidats, ce que je fais dans mes offres d'emploi pour me faciliter la tâche, je couvre tout le processus sur invaoa.com. C'est vraiment, je veux dire, c'est super, super abordable. Je le fais juste pour faire passer le message.
C'est moi qui t'accompagne étape par étape pour t'apprendre à embaucher quelqu'un rapidement et facilement. Quelqu'un m'a dit que son équipe et lui ont passé plus de 200 heures et peinent toujours à trouver la bonne personne. Je lui ai dit « Mec, tu t'y prends mal parce que ça ne devrait pas te prendre plus de 2 à 3 heures au total, du début jusqu'à l'embauche. Pas besoin d'y passer plus de temps si tu t'y prends bien. » Donc ça, c'est oneevawa.com. Voilà. C'est un excellent slogan pour une entreprise, très clair et utile. Parfait. Nous mettrons tous ces liens dans les notes de l'émission pour que les gens les trouvent. Allez sur deepertarant.com/podcast ou sur une application de podcast indépendante, là où vous écoutez probablement ceci en ce moment. Avant de te laisser partir, John, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Recruter, c'est souvent un acte de foi. Si tu n'as jamais embauché, c'est un saut dans l'inconnu. Même avec de l'expérience, embaucher aux Philippines reste un saut, n'est-ce pas? Tu dois sauter le pas, parce que tu ne sais pas si ce que j'ai dit va fonctionner pour toi. Est-ce que tu peux vraiment trouver quelqu'un de talentueux, loyal, honnête et travailleur, et qui travaille à temps plein pour 800 $ par mois? La seule façon de le savoir, c'est mon défi. Écrire une offre d'emploi sur onlinejobs.ph, c'est gratuit. Publie une offre d'emploi et observe le résultat. Regarde si tu reçois des candidatures, parce qu'une fois que tu reçois des candidatures, le processus est lancé. Et c'est tellement facile d'embaucher quelqu'un de talentueux une fois que tu fais ça. Mais tu dois publier l'offre d'emploi. Et la publication de l'offre, c'est sérieusement juste le titre, la description, le salaire. C'est vraiment tout. C'est super simple de publier une offre d'emploi et ensuite tout s'enchaîne, tu as des changements, des progrès qui se passent dans ton entreprise. J'adore. J'espère que tout le monde en profitera. Je l'ai déjà fait et cela m'a été bénéfique. Merci d'avoir créé cette plateforme, John, et d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Merci de m'avoir invité. Nous venons d'avoir une discussion approfondie avec John Jonas. J'espère que vous passez tous une excellente journée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de mon entretien avec John. Si vous voulez en savoir plus sur une autre entreprise entièrement à distance impressionnante, consultez notre récente interview avec Sarah Macon de Macon Wellness. Elle a développé son entreprise de santé mentale à distance pour atteindre plus de 50 employés et plusieurs millions de chiffres d'affaires en seulement 5 ans. Elle parle de vente, de vision d'entreprise et plus encore. Allez voir.